C'est un mot qui fait frissonner toute la planète. Le président américain Joe Biden estime que le risque d'Armageddon nucléaire est à son plus haut niveau depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était, je cite, un type qu'il connaît assez bien et que ce dernier ne plaisante pas lorsqu'il parle de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà évoqué des frappes préventives de l'OTAN si la Russie prenait la décision d'utiliser des armes nucléaires. Signe de la tension qui règne, la présidence a ensuite expliqué qu'il voulait en réalité parler de sanctions préventives. Que devrait faire l'OTAN ? Éliminer la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires, mais surtout, je lance un nouvel appel à la communauté internationale, comme avant le 24 février, des frappes préventives pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent. Vladimir Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l'utilisation de la force nucléaire, notamment le mois dernier lorsqu'il a annoncé la mobilisation de plusieurs centaines de milliers d'hommes, affirmant en fixant longuement la caméra qu'il ne s'agit pas de bluff. La guerre en Ukraine se poursuit et les offensives russes en réponse à l'attentat contre le pont de Crimée ne faiblissent pas. Les Occidentaux multiplient les démonstrations de soutien à Zelensky pendant que les Ukrainiens connaissent quant à eux leur 231e jour de guerre. Qui pour remettre enfin la paix au goût du jour ? Depuis lundi, les troupes russes frappent des zones stratégiques de plusieurs grandes villes ukrainiennes. Des infrastructures énergétiques ont notamment été mises hors d'état de marche. Sans surprise, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener des attaques contre les civils, ce qui est repris en cœur par les médias occidentaux pour allonger la liste établie à Washington des prétendus crimes de guerre russes. En réalité, il semble clair que l'attentat contre le pont de Crimée, survenu samedi, vraisemblablement commis par le camp ukrainien ou directement occidental, a déclenché une nouvelle étape dans le conflit. En effet, Vladimir Poutine a rapidement réagi à l'attaque, qui intervenait en plus quelques jours après les sabotages de Nord Stream 1 et 2, qualifiés par le président russe d'attentat. Il faut effectivement rappeler que Joe Biden avait affirmé avant le conflit qu'il ferait le nécessaire pour que les gazoducs ne fonctionnent plus en cas de guerre ouverte. Il semble donc que Vladimir Poutine ait décidé de franchir un nouveau cap. Notons d'ailleurs que les médias occidentaux, employés à commenter la déroute des troupes russes depuis des semaines, n'ont pas de problème à faire cohabiter leurs informations avec les jérémiades d'un Zelensky pourtant jusque-boutiste. Залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі об'єкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. En effet, tout en expliquant que son peuple souffre, ce que l'on croit bien volontiers malheureusement, le président ukrainien exhorte ses partenaires à envoyer toujours plus d'armes. Une demande honorée par les États-Unis et son fidèle complexe militaro-industriel ainsi que par Bruxelles. L'Allemagne, de son côté, plutôt dans un soutien ténu à cause de sa dépendance au gaz russe et de ses grandes difficultés depuis les sanctions, a cette fois envoyé un système de bouclier anti-aérien, un outil crucial pour protéger l'Ukraine qui ne devrait toutefois pas suffire face au feu de l'ours en colère. En réalité, cette nouvelle escalade devrait pousser tous les acteurs de cette crise à se rendre compte que le conflit doit cesser avant que le tribut ne soit trop lourd pour les Ukrainiens. Toutefois, comme l'a récemment déclaré Viktor Orban, le président hongrois, tout porte à croire que les négociations ne seront pas entre l'Ukraine et la Russie, mais bien entre les États-Unis et la Russie. Pour ce faire, tout semble indiquer que le reste de moyens cognitifs de Joe Biden ne joue pas en faveur de la paix. Le président américain aurait toutefois laissé entendre qu'il n'était pas fermé à un échange avec Vladimir Poutine, mais pour parler basket féminin. Une déclaration difficile à cerner chez un président qui serre la main à l'homme invisible et appelle les députés morts dans ses conférences. Reste que la situation trouble quant à la véritable tête pensante de la Maison-Blanche ne facilite pas les avancées vers la paix qui, n'en déplaise aux bien-pensants, semble aujourd'hui n'intéresser qu'un seul dirigeant politique de la planète, Donald Trump. We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people
didn't have a clue. They didn't have a clue. They really don't understand. I rebuilt our military. I rebuilt our nuclear power. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. L'humanité n'a jamais été aussi proche de l'apocalypse nucléaire. On a certes la petite horloge nucléaire qui est vaguement indicative et qui sert simplement à nous rappeler que la catastrophe nucléaire existe, mais qui peut absolument pas nous donner une idée précise du risque nucléaire, puisque cette horloge nucléaire n'est pas du tout au courant des choses confidentielles. On sait qu'il y a eu plusieurs incidents nucléaires très graves par le passé. D'abord, on a eu bien sûr pendant la crise des missiles de Cuba, Vassili Arkhipov qui a évité une attaque par une torpille nucléaire tactique de la flotte russe sur la flotte américaine. On a eu l'exercice Able Archer, dont beaucoup de gens ne se souviennent plus. Quand on nous parle aujourd'hui du risque de catastrophe nucléaire, on revient à la crise des missiles de Cuba dans les années 60, en 62, mais Able Archer dans les années 80 était bien pire et bien plus risqué. Et puis même après l'effondrement de l'Union soviétique, on a été à 2 doigts de la catastrophe nucléaire à plusieurs reprises, notamment d'une part par un simple tir de roquettes pour étudier les aurores boréales par les scientifiques norvégiens qui avaient pourtant prévenu les Russes, mais les Russes n'avaient pas fait remonter ça jusqu'à leur chaîne de commandement, et donc Boris Yeltsin avait mis son pays en alerte nucléaire et était à 2 doigts d'ordonner une riposte parce qu'il avait vu une pauvre roquette partir dans une direction qui pouvait ressembler à celle de Moscou. Et là aujourd'hui on rigole vraiment beaucoup moins parce que tout ce qui était en notre pouvoir a été fait pour faire chier Vladimir Poutine. Absolument tout. On peut pas dire les choses autrement. D'abord, évidemment, le jour de son anniversaire, on fait sauter le pont qui relie la Crimée et on a le culot dans certains médias, évidemment du groupe Altis. Si vous voulez de la désinformation, c'est dans le groupe Altis que vous devez aller faire vos courses. Eh bien, le groupe Altis a évidemment eu le cran de dire que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre pont après avoir fait sauter leur propre pipeline. Évidemment, les Russes ont décidé de faire sauter leur propre pont qui leur a coûté des milliards, c'est tout à fait logique. Puis le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, c'est d'une logique absolument imparable et implacable. Mais dans le vrai monde, pas dans le monde du récit, évidemment, c'est un attentat de la CIA qui a impliqué les services ukrainiens. Les Ukrainiens d'ailleurs l'ont revendiqué, ce qui est logique, ils sont dans le rôle, puisqu'après tout, Poutine est l'ennemi, et lui infliger ce camouflet le jour de son anniversaire, c'est effectivement une frappe dont on peut se vanter. C'est vraiment les médias de désinformation français que je condamne là-dessus, parce que là, donner au peuple français qui est souverain et qui a le droit à une information de qualité, une propagande aussi stupide, c'est absolument criminel. Mais cependant, les faits demeurent. Tout ce qui était en notre pouvoir a été fait pour faire chier Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, l'escalade de la riposte est absolument certaine, puisque dans leur histoire, aussi bien l'Union soviétique que la Fédération de Russie n'ont jamais laissé des attentats terroristes impunis. Que ce soit donc le sabotage des Nord Stream, parce qu'il y a eu 2 sabotages, qui sont donc des actes terroristes au regard de la loi, ou le fait d'avoir fait un attentat suicide avec peut-être un missile aussi sur le pont qui relie la Crimée. Dans son histoire, aussi bien la Fédération de Russie que l'Union soviétique n'a jamais laissé ce type d'attentat impuni, ce qui signifie qu'il va y avoir des rétorsions. Alors on parle notamment de la possibilité de cyberattaques, qui seraient des rétorsions en effet très efficaces et qui permettent un déni plausible, ce qui est le plus important dans ce genre de situation, exactement comme les États-Unis revendiquent un déni plausible aussi bien du sabotage des Nord Stream que du pont. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment ? Et donc, ce qui serait de plus basse intensité, ce serait des sabotages d'infrastructures, alors avec des conséquences qui pourraient être graves. Hein. Si vous avez un sabotage, par exemple, de centrales nucléaires avec un verre russe, en sachant que les Américains et les Israéliens avaient mis au point Stuxnet spécifiquement pour saboter les infrastructures nucléaires iraniennes, et Stuxnet leur a échappé partiellement puisque Stuxnet s'est retrouvé à infecter des entreprises américaines et à créer des dommages collatéraux aux États-Unis sans pour autant atteindre des centrales nucléaires. Mais si les Russes décidaient de saboter des centrales nucléaires de leurs ennemis, là les répercussions pourraient être extrêmement graves et ils pourraient sans aucun problème avoir un déni plausible, même si le contrôle total de l'arme médiatique par l'axe du bien
pourrait lui permettre en un coup de baguette magique de dire qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et donc si l'axe du bien dit que ce sont les Russes, ce sera les Russes de toute façon. Mais au regard du droit international, ce qui reste assez important, je ne vais pas dire totalement important, Vladimir Poutine pourra revendiquer un certain déni plausible. Maintenant, reste à savoir si les Russes ont bien cette capacité à déployer des vers et à saper les infrastructures à ce niveau-là. Bien sûr, les Russes sont capables de provoquer des coupures de courant en Ukraine, par exemple, mais au niveau actuel de la guerre entre l'OTAN et la Russie, je ne sais absolument pas si les Russes ont la capacité, comme ça, de provoquer des infections par des vers sur des centrales nucléaires ennemies ou sur des infrastructures importantes comme des barrages hydroélectriques. Concernant les infrastructures, on sait que l'escalade avec notamment Elon Musk a provoqué déjà une vraie rage, et je peux dire rage de la part d'Elon Musk, ce qui est normal parce que Musk a été mis dans la liste des personnes à abattre par les services ukrainiens, ce qui est complètement fou parce qu'il a objectivement payé plus de 80 millions de dollars pour mettre Starlink à la disposition des Ukrainiens. Aujourd'hui, Musk revendique que ça lui a coûté, ou en tout cas à SpaceX, plus de 100 millions de dollars de mettre Starlink à la disposition des Ukrainiens. Donc il s'est vraiment engagé dans la protection de l'Ukraine, ce qui est d'autant plus logique que Musk était sur la liste des personnes à abattre par Moscou. D'abord parce qu'il est proche des services américains, ça ne fait aucun doute, même si l'administration Biden le déteste, c'est toujours plus compliqué que ça. Et effectivement, l'administration Biden ne peut pas supporter Elon Musk et a tout fait pour flinguer ses entreprises. Cependant, Musk a flingué l'industrie astronautique russe, puisque évidemment les lanceurs de SpaceX ont rendu les lanceurs Soyuz obsolètes, et ça a détruit plus de 350 millions de dollars de valeur dans l'industrie aéronautique russe. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont interviewé Musk le savent. Quand on veut interviewer Musk, il y a des équipes avec des chiens démineurs, des gars avec des miroirs au bout d'un bâton télescopique pour vérifier qu'il n'y a pas de bombes sous les bagnoles ou sous les bureaux. Parce que, en effet, Musk était menacé par les Russes. Et bien aujourd'hui, Musk, après avoir aidé les Ukrainiens, se retrouve juste parce qu'il a tweeté qu'il voulait un processus de paix, ce qui semble assez logique, somme toute, et bien a été mis sur la liste des personnes à abattre par l'Ukraine. Mais ça montre, en réalité, qu'il y a déjà des cyberguerres puisque SpaceX a été victime de cyberattaques et là en l'occurrence les services de Musk ont parmi les meilleurs moyens de cybersécurité au monde, devant BlackBerry qui est déjà très réputé et qui avait racheté l'opérateur Cylance qui faisait des antivirus avec de l'intelligence artificielle. Elon Musk, pour Tesla notamment, mais donc aussi pour SpaceX, est réputé avoir parmi les 3 meilleurs services de cyberprotection au monde. Et donc il y avait déjà une cyberguerre. D'ailleurs, il y a à peine 3 ans, se menait un sommet de l'OTAN en Estonie, à Tallinn, notamment au Swiss Hotel de Tallinn, qui est réputé être un nid d'espions absolu, et où dort Barack Obama, et où dort aussi Emmanuel Macron, dans des conditions assez précises. On sait qu'il, par exemple, Emmanuel Macron ne veut pas de mangue quand il est là-bas, il veut que sa chambre soit parfaitement isolée de toute petite lumière, donc que toutes les petites lumières de téléviseurs, climatiseurs, etc. soient couvertes. Et donc ce Swiss Hotel à Tallinn, qui est un nid d'espions absolu, il a aussi des généraux de l'OTAN, et ces généraux de l'OTAN faisaient déjà des exercices sur des cyberattaques de Moscou. Donc la capacité de Moscou à frapper avec des moyens nucléaires, autant celle-là elle est très crédible, autant la capacité de Moscou à gagner une cyberguerre face à l'OTAN bien sûr est beaucoup moins crédible, même si les moyens de cyberguerre des Russes sont très sérieux et sont par exemple très supérieurs à ceux de la France ou du Royaume-Uni, mais face à une guerre avec les moyens américains comme contre-mesure, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans cette escalade, que peut faire Vladimir Poutine, que peut faire la Russie ? Elle pourrait par exemple procéder à des essais nucléaires, tout simplement. Avec le plus grand territoire mondial, la Russie pourrait décider de mener des essais nucléaires et de les faire connaître, bien entendu, donc de détonner des bombes nucléaires, mais pas dans une ère qui est celle de la guerre froide dans les années 60, où ce sont par les agences de presse que l'information va passer. La Russie pourrait mener une détonation nucléaire de l'ordre de la mégatonne, alors pas de 50 mégatonnes comme la Tsar Bomba détonnée en Nouvelle-Zambie, ou même les Russes avaient voulu faire une détonation de 100 mégatonnes pour marquer le coup
Mais c'était dit que c'était trop dangereux, et en effet, dans la mesure où ils ont même fait péter des fenêtres jusqu'en Finlande et en Suède et en Norvège aussi, dans l'espace arctique de la Norvège, les Russes ont eu raison de réduire, de brider à l'époque leurs bombes à 50 mégatonnes. Mais 50 mégatonnes, ça reste la plus grosse détonation de fabrication humaine jamais réalisée sur Terre. Aujourd'hui, les Russes pourraient provoquer quelques détonations de 3-4 mégatonnes, des vraies détonations, pas simplement des tirs pour tester leurs vecteurs, comme les Français le faisaient par exemple. En 2010, les Français ont testé un vecteur jusqu'en Caroline du Sud, donc pour bien montrer qu'on était capable de frapper un peu où on voulait, on l'a fait, mais évidemment c'était pas une détonation nucléaire. Les Russes pourraient mener des essais nucléaires pour un petit peu montrer la situation. Dans ce contexte-là, évidemment, rappelons que les services de communication de Zelensky ont immédiatement dû revenir en arrière, d'ailleurs, parce que Zelensky avait objectivement appelé à des frappes préventives sur la Russie, ce qui est évidemment une folie furieuse, mais au moins les services qui l'entourent ont montré qu'ils étaient encore capables de modération et qu'ils avaient encore la tête sur les épaules. Et ils ont dit non, pas du tout, c'est pas ça qu'on voulait dire, on parlait de rétorsion d'un autre genre, mais certainement pas d'une première Les frappe. États-Unis d'Amérique viennent de commander des médicaments contre la radiation, Ned Platt, à 290 millions de dollars. Médicaments contre les radiations, c'est-à-dire quoi? Pourquoi on a besoin de médicaments contre la radiation? Les radiations en général, c'est pour éviter évidemment une guerre atomique. 290 millions de dollars pour délivrer aux populations américaines. Pourquoi? C'est pour quelle raison? Vous voyez où on va? L'Ukraine, ça s'appelle Ned Platt. N-P-L-A-T. Ned Platt, évidemment, 290 millions de dollars qui vont aller, je me dis, quelque part dans la poche de quelqu'un. C'est pas gratuit, n'est-ce pas? Moi, je pense que ça m'aurait touché si cette entreprise pharmaceutique aurait offert gentiment, je vous offre Ned Platt gratuitement, n'est-ce pas? Ce n'est pas gratuit, il faut payer 290 millions de dollars pour ces médicaments. Bon, attendez, on va parler un peu. On a un méchant quelque part qui s'attaque à tout le monde, il veut détruire tout le monde. Et moi, je suis une entreprise de production de médicaments. Pourquoi je dirais pas, bon, écoutez, prenez ça gratos.